J'aurais bien été faire un petit tour au promenoir de l'Empire, malgré nos malheurs et nos transes, pour voir encore Lady danser une fois dans la revue. Ça donne du courage, la perfection, elle m'attirait, la garce. Je pouvais pas me défaire des heures que j'avais passées chez elle, même les plus poisseuses et moches. Au milieu du pire, j'y pensais. Tout ce qui arrivait venait prendre sur son corps, sur les mouvements, sur la grâce, dans un souvenir bien ardent, une espèce de douceur et de tendresse, de chaleur même, dont j'avais honte. J'avais la révélation. C'était un cul pas comme les autres, tout d'un coup, la lady. Moi aussi j'avais des problèmes sentimentaux, je m'en serais jamais gouré sans l'évidence, et surtout dans les circonstances qu'on vivait. Il y avait de quoi se marrer. Je garde tout pour moi, d'habitude. C'est pour les chiens et les gens du monde de se marrer en public. Je veux pas oublier mes origines, je vaux mieux que ça. Je suis né dans la merde, discrètement. Mais c'est un fait que la lady aime posséder jusqu'aux aveux. Elle avait des moyens qui me passaient le vertige. Boro, qui était lourd mais qui avait l'œil d'éléphant, il me voyait tourner autour de l'entrée des artistes avec des mines de chien perdu. Qui me dit « Si t'y vas, Ferdinand, on bascule tous. T'es averti. C'est une tôle qui est pleine de mouches. » Il avait bien raison, sans compter nos putains affranchis de nos lois qui demandaient qu'à nous faire paumer. Elles étaient comme d'habitude à la remonte, aux environs. L'endroit était plein de courants. « Amen, va, t'as rien à gagner. » C'était le bon conseil. On évite de bourrique, de justesse. Le temps de se planquer dans l'entrée d'une pharmacie. Après ça, faut regagner les ombres. Heureusement arrive l'alerte. Tout s'éteint. Les pompiers surgissent alors, dévalant bourrasque d'un bout à l'autre de la nuit, qu'on dirait le jugement dernier. Le diable à la cloche, le diable au fournil, le diable à la pompe, s'agitent dessus le monstre à la charge. C'est beau, ça nous exalte, mais faut penser au lendemain. Où qu'on va coucher d'abord? On tourne, on hésite. On n'a presque plus rien sur nous. Ça s'est fait tout seul qu'on est revenu devant chez Purcell, où il demeurait avec Sophie. On sonne, il n'était pas là. Il rentrerait pas, elle non plus. C'est une nouvelle bonne qui répond. C'était pas clair. Ça va, qu'on fait. On couche ici. Il n'y avait pas le choix. On se piote donc. C'était risqué, mais ça faisait du bien. Le lendemain, toujours personne. La bonne savait rien. Je dis à Boro, ça sent pas catholique. Je serais pas étonné que le vieux y soit averti, qu'il se barre, qu'il en ait marre de nos astuces, mais qu'il se trisse en douce avec elle pour pas mener des violences. Je risque tout, que je dis. Je vais à l'usine. C'est bien. Je voulais pas qu'on se foute tant de nos fioles. La Sophie surtout, je l'avais au bitard. Un petit lot bien cloche, on peut le dire, arrivé par sa sœur et nous, qu'on avait eu peine à affranchir, juste profiter du malheur, que je me chargeais de lui faire comprendre. C'est bien d'être garce, mais faut la classe. À la bobinette, c'était du veau. Je comprenais pas que Purcell y tienne après la môme qu'il avait eue. Mais le miché, c'est tout qu'on de la bite, comme du reste. Bien. Je me dis, faut aller voir à l'usine. C'était pas très loin. Je demande au téléphone. En effet, il était là. J'insiste pas. Borochrome hésitait un peu. Il trouvait qu'on n'était pas bien mis. Alors il reste à la villa avec Mioup à regarder ce qui se passe et comment la bonne se comporte. Je m'en vais donc. Je me mets bien propre avec un par-dessus que je prends dans une armoire à Purcell, me v'là en route, tout gandin. C'est assez loin, Willesden Green, où se trouvait sa fabrique. Des anciens pâturages, on en voyait encore entre les petites séries de maisons briques, avec même des moutons entre les trottoirs. Je la connaissais, sa tôle, il m'en avait parlé assez souvent. Il m'avait montré des photos avec les vitrages. Je pouvais pas me tromper. Une cage à mouches, en somme, à 3 étages, au milieu des prairies. Je m'approche. J'ouvre une porte. Personne. Je vois un couloir. J'avance.
C'est désert les ateliers, on dirait qu'on travaille plus. Pourtant, c'est pas dimanche. J'appelle doucement et puis fort. Hep, hep. Personne toujours. Je vais plus loin. Encore des établis, des tours, des presses et des enclumes, et puis du soleil qui s'amuse sur les outils. Des reflets de métaux, de la poussière qui danse et joue de l'ombre aux rayons, tout étincelante d'étoiles minuscules. Hier encore on devait travailler, ici, ce matin même peut-être. Un atelier, l'endroit des hommes, devient adorable, irrésistible, dès que les hommes sont partis. Toute la tendresse qu'on n'ose pas vient sans crainte alors prendre leur place. L'humble, dès qu'il s'en va, n'est ni vivant ni mort, il est tout. Je suis resté devant ça un bon moment, et puis j'ai essayé un autre détour par la salle des dynamos. Tout était arrêté. Au premier étage, même abandon, même déroute des outils, des baladeuses à travers du chemin, délaissées. Cependant, comme un bruit clapoteux d'animal qui mange me parvient de l'autre côté, par-dessus la rangée de caisses. Je sonne et je vois Melbourne, le gros manœuvre, qui se tape la cloche justement avec du lard, des choux de Bruxelles et des haricots. Il a une petite table entre les genoux. Il plonge dans l'assiette en zinc avec le nez, les moustaches, la bouche et les doigts, tout. Il n'a plus de fourchette. Je le regarde, il m'a vu. Il me sourit. Il est bien aimable et complaisant, Melbourne. C'est lui qui venait souvent chez Angèle à la villa faire un gros ouvrage, quand il y en avait. Je lui demande « T'es de garde ?»« Oui. » Qui fait « Le patron est en haut. Il a renvoyé tout le monde, même le contremaître, même le directeur. Il veut plus voir personne dans l'usine. Il s'entraîne, il a dit. Il m'a défendu de monter, à moi aussi. À vous aussi, sûrement. Il est sûrement encore dans l'aquarium. » Je n'avais pas encore entendu parler de l'aquarium. Il a voulu que je boive un coup de stout avec lui, Melbourne, à la bouteille, et sans façon. « Combien que tu mangerais de lard si t'avais de l'argent assez, Melbourne ?» que j'y ai demandé. « Bon, j'arrêterai plus, » qui m'a dit. « J'aurais pas de raison. » Il a rigolé un bon coup de la perspective. C'était pas des doigts qu'il avait comme nous, Melbourne, mais des vrais instruments pour la force qui crochaient dans les choses et c'est tout, et qui restaient là dans la position, même quand il faisait plus rien avec. Comme il avait plus de lard à transporter avec, il les abandonnait sur le rebord tel quel, on aurait dit à quai. Il attendait. Et quand y reviendront les autres, que j'ai demandé. Il a licencié le vieux, qui m'a dit. Il a licencié pour 1 mois, c'est la décision. Il y avait encore un peu de lard en réserve, Melbourne, dans une petite gamelle. Il a réfléchi et puis il a vu la façon qu'on échangeait des idées, alors il a voulu que j'en prenne. J'y tenais pas, mais il a fallu, quand même. J'ai voulu partager. Un gros nez qu'il avait, Melbourne, comme un chien, et des bacchantes bien désordres aussi, et du cambouis partout. Ça le gênait pas, pour le goût. Il devait avoir près de 50 ans, Melbourne. Fallait qu'on charge l'outillage entièrement, qui m'a ajouté. Il savait les choses, Melbourne. Pour ça, fallait qu'on ferme au moins pendant 1 mois. Maintenant qu'il était seulement gardien, il n'avait plus rien à faire, et c'était la bonne vie. Alors on a considéré ensemble si que la guerre allait durer encore 10 ans, comme on prétendait, si les Allemands finiraient par venir à Londres ou pas. Puis du coup il s'est endormi, Melbourne, et pas qu'un peu, même qu'il avait encore un bout de lard à bouffer entre les doigts. Je me dis, tiens, voilà, je vais pouvoir me rendre compte. Je devenais curieux. Sans tourner son usine à la Belle au bois dormant. Je fais attention, me voilà dans l'autre escalier, celui des combles. Là alors je suis pris au blaze par une drôle d'odeur, un peu comme de l'allumette, mais avec en plus comme un parfum de violette, un sale mélange. Je monte toujours. Je vois tout le palier. C'est vide, complètement. Sauf au milieu une énorme vitre, l'aquarium comme l'autre avait dit, avec des vapeurs qui circulent dedans, des mauves, des violettes, des rouges dans tous les sens, lentement, des volutes.
et je vois comme une grosse baudruche dedans qui flotte parmi. Ça évolue cette chose dans tous les sens aussi, mollement. En plus foncé, je vois les bras à ce moment qui montent à la paroi. Je vois les jambes et la tête. C'est pas un instrument. C'est le Purcell et son masque qui est là-dedans à faire la méduse. Il s'écroule par terre, il se relève en ondoyant. Je le discerne par transparence. Il doit pas être bien. J'approche un peu de sa cuve, mais ça m'empoisonne et je pleurniche et ça pique. Il doit y avoir des fumées plein son truc. Il est couché sur son ventre, les nuées vertes, elles roulent sur son dos, remontent devant. Il fait un signe qui se noie, on dirait, dans tout ça, qu'il étouffe. Il m'a vu à travers le vitrail, moi qui le regarde. Il doit me demander du secours, la façon qu'il ébranle le carreau. Son invention pour moi est pas au point. C'est sûrement costaud comme un vrai beffroi, son appareil qui s'est fabriqué pour sa tête. Une question de clapet, qui disait toujours. J'hésite, moi. Je vois pas la porte en dedans de son espèce de vivier, pas un soupirail. Par où qu'il est donc rentré, que je me demande. Et que je tousse et que je m'étouffe aussi en attendant à me décarcasser autour de l'appareil de ce sale con-là. Je l'avais toujours pensé que c'était un maniaque. Mais que je pensais soudain aussi, suppose qu'il crève, qu'il se gaze à mort dans son clapier. Moi, dans la position que j'étais, avec Melbourne qui m'avait vu venir, sûrement qu'on croirait encore des choses. Je cavale donc en bas. Je secoue le gros Melbourne et je lui hurle un bon coup que son patron est en train de se faire étrangler dans la cuve, dans les poisons de toutes les couleurs. Dom Ned, qui sursaute alors. Dom Ned moi-même. J'ai oublié le temps. On court alors ensemble juste au-dessus de la cuve. Il y a comme une trappe. Il fait sauter la goupille, Melbourne, et on se sauve quand les gaz se barrent. On reste dehors. On essaye 3 fois de revenir. L'odeur est trop forte encore. On peut pas. De loin, du dehors, sur la passerelle, on voit le Purcell dans la cuve qui a fini de nager. Il est allé dans le fond avec son masque et nu, avec sa pince de nez. On approche tous les deux. On le retourne. On y dévisse son instrument. Il y a au moins 20 boulons pour le tenir. Ça y est, on voit sa bouille. Il est tout rouge, il est gonflé. Il est affreux à regarder. On est consternés tous les deux. Il a pas l'air mort, c'est déjà ça. Et combien qu'il t'avait dit de le laisser ? Il m'avait dit 20 minutes. Je le vois qu'il respire. Il a des bulles, comme un crapaud. D'ailleurs, il a tout gonflé, même du ventre, soudainement, lui qui avait tant maigri. Il doit avoir du gaz dedans aussi. Fallait à présent en faire quelque chose. On pouvait pas le laisser sans soin. C'était imprudent aussi de mettre un hôpital au courant. Pour commencer, tout au moins. Fallait mieux le ramener chez lui. Je téléphone à Boro, qui vienne avec une auto. Il me répond qu'il faut mieux une ambulance. J'en fais venir une, mais on attend encore 1 heure avant qu'elle arrive. Enfin, avec Melbourne, on monte le numéro dedans. J'en ai marre des transports de guerre. Il ronfle, le major, dans la bagnole. Il a pas l'air de s'en faire, mais il n'est pas revenu à lui. On le couche en arrivant. On attend qu'il se réveille.